15e épisode de BioM, l'émission du AZB créée pour les biologistes médicaux libéraux et pour tous ceux qui s'intéressent à la biologie médicale. Bonjour à tous. Comme d'habitude, 3 séquences. Le focus, consacré au diagnostic de l'infection par Helicobacter pylori avec le docteur Sabine Trombert, qui est microbiologiste. Le grand entretien, le docteur François Blanchecotte dialogue avec le docteur Dominique Martin, médecin conseil national de la CNAM, à propos de la nouvelle campagne relative à l'insuffisance cardiaque, en quoi elle consiste, en quoi les biologistes médicaux sont concernés. Enfin, un point d'actu avec le docteur François Blanchecotte à propos des 250 millions réclamés à la profession en 2023. Tout de suite, le focus. Docteur Sabine Trombert, vous êtes microbiologiste en charge du département bactériologie du laboratoire Cerba. Vous faites pour nous aujourd'hui un point sur le diagnostic de l'infection par Helicobacter pylori, la PCR devant bientôt être inscrite à la nomenclature. C'est à vous. Je suis ravie de participer à cette réunion concernant le diagnostic biologique de l'infection par Helicobacter pylori. Donc, nous parlerons dans un premier temps de données épidémiologiques, ensuite de l'infection, de la physiopathologie de l'infection, des indications de recherche de cette infection. Nous nous intéresserons à la résistance aux antibiotiques et ses conséquences sur le diagnostic. Et enfin, nous aborderons le diagnostic moléculaire et ferons un point sur le traitement de l'infection. Donc d'un point de vue épidémiologique, vous savez que, l'infection par Helicobacter pylori est très répandue dans le monde. Elle L'infection représente à peu près 50 de la population mondiale, avec, les pays à faible revenu les plus, prévalents pour, cette infection, atteignant jusqu'à 70 à 80 liés à des conditions socio-économiques défavorables et une promiscuité importante. En France, l'infection est beaucoup plus, rare. Elle concerne 20 à 30 de la population au global, avec surtout, les facteurs âge qui sont, importants puisque vous voyez que c'est essentiellement les, sujets âgés de plus de 60 ans qui sont concernés, les enfants étant beaucoup moins infectés à l'heure actuelle. Mais il faut aussi tenir compte du pays d'origine, les migrants étant, les plus souvent infectés. Dans le mode de transmission, eh bien, on sait que c'est une bactérie qui est strictement de transmission interhumaine et la bactérie va, se transmettre à la faveur de régurgitation du liquide gastrique, vers, la salive et transmission directe d'homme à homme. L'infection se fait dans l'enfance, généralement dans les 5 premières années de vie et puis sur un mode familial, c'est-à-dire des parents, qui infectent leurs enfants ou au sein de la fratrie. La physiopathologie de l'infection, donc vous voyez, on l'a dit que l'infection se produit dans les 5 premières années de la vie, mais les manifestations cliniques, elles, vont apparaître des dizaines d'années, après. Donc suite à une infection par Helicobacter pylori, on aura dans un premier temps une gastrite aiguë qui va se compliquer dans 100 des cas par une gastrite chronique, donc on ne guérit pas spontanément de l'infection. Mais par contre, dans 85 des cas, cette gastrite chronique va rester complètement asymptomatique. En fonction de la localisation de l'infection, eh bien, dans 10 des cas, on pourra, l'infection pourra se compliquer d'un ulcère duodénal ou, si, c'est, le corps qui est infecté, d'un ulcère gastrique. Beaucoup plus rarement, l'infection peut être responsable d'une atteinte, de la muqueuse gastrique avec, présence d'une atrophie qui peut se compliquer d'une métaplasie et dans 1 des cas, d'un cancer gastrique. Donc le cancer gastrique, c'est une, infection, vous voyez, qui est rare, mais en raison de la prévalence de l'infection dans le monde, on considère qu'il représente la 4e cause de cancer dans le monde et la 2e cause de mortalité par cancer. Enfin, on peut avoir un infiltrat du tissu, de la muqueuse gastrique par du tissu lymphoïde qui, représente le lymphome du Malte, qui est lui encore beaucoup plus rare. Et puis, il faut savoir penser à l'infection par Helicobacter pylori dans le cas de purpura thrombopénique immunologique et puis, en cas de carence en fer, inexpliquée ou de carence en vitamine B12. Donc, dans quel cas faut-il rechercher l'infection par Helicobacter pylori? Eh bien, vous voyez que des niveaux de recommandation variables ont été, heu, attribués en fonction de la gravité
de l'atteinte. Il faut, rechercher cette infection quand on veut, éviter le développement d'un cancer gastrique, c'est-à-dire, dans toutes les situations d'un patient qui est apparenté au premier degré avec un patient qui a eu un cancer gastrique. Chez tous les patients qui ont eu déjà une résection locale d'un cancer gastrique, dès qu'on découvre des lésions prénéoplasiques chez un malade et puis, bien sûr en cas de lymphome du Malte et quand on doit prendre des IPP au long cours, c'est-à-dire au-delà de 6 mois. Donc toutes ces, indications ont un niveau de recommandation élevé. Il faudra aussi rechercher Helicobacter pylori dans toutes les situations où on a ulcère, qu'il soit gastrique ou duodénal, avec preuve ou non de l'éradication. Et puis, dès qu'on doit faire un traitement par AINS au long cours. Enfin, on l'a vu, l'indication est, aussi posée avec, un niveau, de recommandation moins élevé en cas d'anémie par carence en fer sans cause retrouvée, en cas de carence en vitamine B12, de PTI et aussi il est recommandé de faire cette recherche d'infection par Helicobacter pylori chaque fois que, on va faire une chirurgie bariatrique avec un bypass gastrique, étant donné que là, on n'aura plus accès à l'estomac. Donc si on suit toutes ces recommandations telles qu'elles ont été édictées pour rechercher l'infection, vous voyez que c'est 600 000 gastroscopies par an qui sont recommandées et 200 000 traitements, par an potentiels. Donc en 2017, la Haute Autorité de santé a émis des recommandations concernant le diagnostic de l'infection, par Helicobacter pylori chez l'adulte et vous voyez que, un algorithme à 2 branches a été, proposé avec la sérologie comme test de première intention, essentiellement pour les patients asymptomatiques et de moins de 40-45 ans. Et puis pour les patients qui présentent une symptomatologie digestive haute, un âge plus élevé, eh bien là, ce qui est proposé, c'est, de faire directement une gastroscopie pour, réaliser des biopsies. Et la nouveauté, c'est que en plus des, biopsies à visée anatomopathologique, eh bien là, on va réaliser en systématique des biopsies à visée bactériologique, que ce soit par, culture ou par PCR avec recherche de la résistance à la clarithromycine, de façon à ce qu'on puisse faire un traitement guidé et de façon à ce que, on évite tant se fait que faire se peut, le traitement probabiliste. Donc pourquoi est-ce qu'on veut, empêcher ce traitement probabiliste? Eh bien parce que la résistance aux antibiotiques et notamment à la clarithromycine est un, vrai, sujet concernant, la prise en charge de l'infection par Helicobacter pylori. On sait que, parmi les 2 facteurs de risque d'échec d'un traitement, le premier c'est la résistance aux antibiotiques et le deuxième c'est la mauvaise observance. Donc il faut absolument donner les antibiotiques dont on est sûr qu'ils vont aboutir, à, un succès, enfin dont on pense, on a une bonne chance de penser que, ils vont aboutir à un succès thérapeutique. La clarithromycine, le mécanisme de résistance est lié à une diminution de l'affinité, des macrolides pour leur cible qui, est située sur l'ADN ribosomal 23S et ce sont des mutations ponctuelles qui vont être responsables de, la résistance, essentiellement en position 21-42 et 21-43. Donc vous voyez qu'en France, en 2020, la résistance primaire, c'est-à-dire pour un patient qui n'a jamais bénéficié d'un traitement à base de, clarithromycine pour Helicobacter pylori, était de l'ordre de 19,9. En 2021, ça a baissé puisqu'on est passé en deçà des 19. Mais vous voyez que c'est, quand même important en termes de résistance et donc il faut la rechercher en systématique. Et vous voyez qu'ici, si on met les autres pays européens, bah, la France se situe dans la moyenne de la résistance.
Pour ce qui est de la résistance au fluoroquinolone, là aussi, le mécanisme, ce sont des mutations ponctuelles au niveau, du site d'action des antibiotiques qui est la gyrase A et des mutations ponctuelles du gène GIR-A vont aboutir à une résistance, au fluoroquinolone. En France, on estime que, chez un patient naïf, la résistance primaire est de l'ordre de 17 là aussi et on est légèrement au-dessus de la moyenne, européenne. Donc, pourquoi, est-ce important d'avoir la PCR inscrite à la nomenclature? Eh bien, parce que c'est un test qui est beaucoup plus facile à réaliser que la culture et l'HAS a enfin, en 2019, proposé que ce test soit inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale et ça, c'est une, vraie avancée puisque, on réserverait la culture, qui est plus difficile à réaliser dans un deuxième temps, en cas de résistance à la clarithromycine, détectée par PCR. Donc, qu'en est-il de, la réalisation pratique? Et ça, c'est un point extrêmement important pour nous biologistes sur la façon dont on va réaliser, ce test. Il faut absolument que la phase préanalytique soit correctement réalisée, notamment le fait d'arrêter les antibiotiques au moins 4 semaines avant la réalisation de la gastroscopie et d'arrêter les antisécrétoires, notamment les IPP, au moins 2 semaines avant le prélèvement. Il faut absolument qu'il y ait 2 biopsies au minimum qui soient réalisées à visée bactériologique, une dans l'antre et une dans le fundus. Et puis, ces biopsies, eh bien, on va les mettre dans un milieu de transport. Le milieu de transport, c'est le portagerme pylori, qui est un milieu qui contient, des peptones pour pouvoir, assurer la survie de la bactérie et donc, ce milieu permet la survie d'Helicobacter pylori pendant au moins 48 heures, entre le moment où on va faire le prélèvement et le moment où on va mettre en culture. Donc on peut transporter, réfrigérer ce milieu de transport si on ensemence en deçà de 48 heures. Si l'ensemencement a lieu au-delà de 48 heures, eh bien, on pourra congeler ce milieu et le transporter congelé. Si jamais vous n'avez pas de milieu portagerme pylori, vous pouvez mettre les différentes biopsies dans un tube à hémolyse stérile. La recommandation là étant de congeler directement le plus rapidement possible ce tube et le transporter congelé. Donc, nous avons parlé de la PCR puisque c'est aujourd'hui le test qui nous intéresse et la trousse, Ridagine Helicobacter pylori a été, testée par le CNR des Helicobacter pylori sur l'automate Ingenius d'Elitech. Donc le schéma qui a été proposé, concernant le traitement de la biopsie, c'est d'abord de la broyer dans un bouillon nutritif. Ensuite, on va liser, dans un tampon de lise avec ajout de la protéinase K pendant 3 heures à 56 degrés. Et puis ce lisa va être, mis dans un, puits et on va pouvoir, réaliser une extraction automatisée suivie d'une PCR en temps réel et puis une lecture des courbes, qui sera automatisée sur, l'automate Ingenius d'Elitech. Donc, et tout ça en 2 heures de temps. Donc, qu'en est-il des résultats obtenus au Centre national de référence? Vous voyez qu'ils ont, testé 200 biopsies gastriques, donc 100 biopsies qui étaient attendues négatives, en PCR. Donc la PCR maison du CNR était négative et vous voyez que sur ces, 100 biopsies attendues négatives, 98 l'ont été, avec la trousse Ridagine sur Ingenius avec, 2, tests qui étaient positifs chez des patients dont on savait qu'ils n'étaient pas infectés par la bactérie. Donc là, on a eu 2 faux positifs. Concernant, le test, sur les biopsies qui étaient attendues positives, eh bien, vous voyez que toutes les biopsies, attendues positives pour Helicobacter pylori ont été correctement détectées.
Pour ce qui est de la résistance à la clarithromycine, vous voyez que, sur les, 100 biopsies, 65 étaient, non mutées, donc sensibles à la clarithromycine et elles ont été correctement détectées sur l'Ingenious. 35 étaient mutés, donc 30 qui étaient une population, complètement, résistante et bien là, elles ont été correctement détectées aussi par, la trousserie d'Aegin sur Ingenious et quand on avait une double population, c'est-à-dire une population sauvage non mutée et une population mutée et bien là, l'automate, détectait aussi ces mutations dans tous les cas de figure. Au global, on avait des performances globales excellentes avec, une sensibilité de 100 pour la détection de la bactérie et pour la détection de la résistance à la clarithromycine, une spécificité pour la détection de la bactérie de 98 en raison de ces 2 faux positifs et une spécificité de 100 pour, la détection de la résistance à la clarithromycine. Donc vous voyez des performances, excellentes, en termes de VPN et de VPP. Nous, au laboratoire, nous avons, aussi testé des, biopsies gastriques, telles que l'a fait le CNR et puis, ce que je vais vous présenter là, c'est les résultats que nous avons réalisés à partir du contrôle externe de la qualité, qui était le QCMD qui propose différents, prélèvements avec, des, souches mutées et des souches, non mutées et puis des échantillons, positifs et négatifs pour Helicobacter pylori et ce que nous avons réalisé, c'est une comparaison de 2 trousses, c'est-à-dire celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la trousse Ridagine sur, Ingenious et puis, donc c'est une PCR en temps réel et nous avons comparé à une technique de, PCR hybridation qui est le test HelicoDR commercialisé par Hainbrucker. Et donc vous voyez que là, sur 10 échantillons et bien, on a une concordance complète entre, les 2 trousses, que ce soit, la trousse de Hain ou la trousse, Herbiofarm sur Ingenious et avec juste la comme différence le fait que la mutation détectée est caractérisée par, le test HelicoDR alors que, la trousse, Ridagine répond, seulement clari sensible ou clari résistant. Enfin, nous allons parler, du traitement de l'infection puisque, tout ce dont je viens de vous parler vise à faire, vous l'avez compris, un traitement orienté, de, l'infection en fonction du statut clarithromycine résistant ou clarithromycine sensible de la bactérie, donc et éviter tant que faire se peut un traitement probabiliste. Donc, les recommandations du groupe d'études français des hélicobactères sont de faire une trithérapie de 14 jours associant 2 antibiotiques actifs sur la bactérie et un inhibiteur de la pompe à protons. Donc en systématique, on donnera de l'amoxicilline à raison d'1 gramme fois 2 par jour et puis, 2 inhibiteurs de la pompe à protons possibles que sont le rabéprazole ou les oméprazoles qui, ne dépendent pas du statut, métaboliseur lent ou rapide du malade et puis, donc on donnera, si la souche est clarithromycine sensible, la clarithromycine à raison de 500 milligrammes fois 2 par jour. Si elle est résistante à la clarithromycine, l'alternative sera la lévofloxacine, mais là, il faudra aussi l'avoir testée. Donc, c'est dans ce cas de figure-là qu'on fera, après la PCR, la culture pour pouvoir tester la sensibilité à la lévofloxacine. Et puis, si la souche est résistante à la clarithromycine et au quinolone, eh bien là, on évitera de donner du métronidazole et je vous recommande d'aller sur le site du GEFH où il y a un onglet concernant les professionnels de santé et vous pouvez avoir un avis de la RCP du GEFH qui, vous expliquera comment prendre en charge l'infection, par Helicobacter pylori. Et puis là, je vous rappelle le traitement probabiliste, mais vous avez compris que ce n'était pas le but de mon intervention. Voilà, je vous remercie pour, votre attention. Merci, docteur Trombert. Et maintenant, le grand entretien. François Blanchecotte reçoit aujourd'hui le docteur Dominique Martin, le médecin conseil national de la CNAM auprès de Thomas Fatome,
au sujet de la nouvelle campagne en faveur d'un diagnostic précoce de l'insuffisance cardiaque que l'assurance maladie vient de lancer. François, c'est à vous. Je suis très heureux, bonjour cher docteur, en tout cas d'aborder ce sujet et cette campagne lancée par l'assurance maladie durant ce mois de septembre. La première question, elle est simple. Pouvez-vous nous dire ce que représente l'insuffisance cardiaque en France? Alors d'abord, bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. L'insuffisance cardiaque, en fait, est un problème de santé publique majeur. On a environ 1,5 million de personnes qui sont atteintes d'insuffisance cardiaque, mais probablement, et ça c'est un chiffre important, probablement on a une sous-estimation très importante de l'ordre d'au moins 500 000 personnes qui ne sont pas diagnostiquées, en tout cas de manière précoce, pour qui le diagnostic en fait se fait aux urgences au moment d'une décompensation cardiaque, c'est-à-dire beaucoup trop tard. Et donc ça, c'est un point important. À la fois, c'est, vous voyez, une fréquence importante, une prévalence de l'ordre de 2 et quelques pourcents, et surtout un sous-diagnostic qui est très important. Deuxième élément important, c'est un facteur d'hospitalisation absolument majeur. C'est la première cause d'hospitalisation après 65 ans. C'est très important. De l'ordre de 200 000 hospitalisations sont dues à l'insuffisance cardiaque. Et c'est une cause de décès très importante, puisqu'on a de l'ordre de 70 000 décès par an liés à l'insuffisance cardiaque. Ça fait quelque chose qui tourne autour de 10% des décès, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et puis, si on regarde les coûts, ce n'est pas l'essentiel, mais quand même, l'assurance maladie dépense de l'ordre de 3 milliards d'euros directement pour l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est un coût qui est élevé. C'est probablement plus large que ça, d'ailleurs, parce qu'évidemment, il peut y avoir des choses un peu autour. Mais vous voyez, donc, c'est un problème majeur avec cet élément très particulier et qui est vraiment le cœur de pourquoi on souhaite agir, qui est le sous-diagnostic de l'insuffisance cardiaque. Donc finalement, quels sont les détails un petit peu de cette campagne? Comment vous l'avez lancée et en quoi consiste vraiment cette campagne de sensibilisation? Alors pour nous, cette campagne de sensibilisation, c'est une sorte de première brique dans une approche globale de la problématique de l'insuffisance cardiaque. La première brique, c'est, puisqu'il y a sous-diagnostic, on veut sensibiliser les collègues professionnels de santé, mais aussi les patients, les usagers, aux signes de l'insuffisance cardiaque. J'y reviendrai. Il y aura ensuite une deuxième campagne sur le suivi de l'insuffisance cardiaque, sur comment on prend l'insuffisance cardiaque. Et puis, l'assurance maladie a un projet global sur l'insuffisance cardiaque qui est comment on crée des parcours de prise en charge de cette maladie, puisque c'est une maladie chronique, complexe, qui nécessite l'intervention de différents professionnels de santé et qui nécessite des liens ville-hôpital, éviter l'hospitalisation, et si on peut l'éviter, la préparer le retour à domicile après une hospitalisation sont des éléments tout à fait importants pour le devenir de l'insuffisance cardiaque. Donc la campagne aujourd'hui, c'est le diagnostic le plus précoce possible de l'insuffisance cardiaque, qui était un élément qui garantit le mieux possible ou le moins mal possible, en tout cas, la prise en charge de ces patients, avec des signes qui sont souvent aspécifiques, c'est-à-dire qu'on y est peu attentif. C'est l'essoufflement, la prise de poids, des œdèmes, de la fatigue. Et on dit ça, EPOF, c'est les 4 lettres. Vous voyez que c'est des signes qui peuvent être confondus avec l'âge, la vieillesse, etc. Mais quand vous avez plusieurs de ces signes, même un, en tout cas, il faut, et c'est ça qu'on souhaite, qu'il y ait un dialogue entre le professionnel de santé et le patient pour dire docteur, j'ai pris 3-4 kilos là, ces derniers jours, je ne comprends pas pourquoi. C'est de l'eau et c'est un signe important. J'ai du mal à monter les escaliers, je suis un peu plus essoufflé qu'il y a quelques semaines, quelques mois. On va regarder. Voilà, c'est ça qu'on veut. Vous voyez, c'est ça la finalité, c'est le plus tôt possible détecter cette cardiaque. Est-ce qu'il y a, en complément de ce que vous dites, un peu des facteurs de comorbidité qui peuvent aussi accélérer, parce que finalement, on peut cacher ces symptômes par d'autres pathologies qu'on peut déjà avoir, je pense à l'obésité, à d'autres choses. Est-ce qu'il y a des facteurs de comorbidité qui sont aussi des signes d'alerte un peu particuliers, et pour ces malades-là en particulier? Bien sûr. Alors déjà, il y a un élément assez simple et important, c'est l'âge. C'est-à-dire qu'en dehors de situations où vous avez un accident cardiaque, normalement, vous ne faites pas d'insuffisance cardiaque jeune, mais à partir de 60, 65 ans, encore plus 70 ans, vous avez un facteur de risque d'insuffisance cardiaque qui est important. 10% des plus de 70 ans, donc c'est quand même pas négligeable. Ensuite, vous avez effectivement des pathologies qui sont totalement des cofacteurs importants. Le diabète est clairement une pathologie tout à fait importante. L'obésité, les dyslipidémies,
tout ce qui peut donner lieu à des pathologies cardiaques, hein, donc sont évidemment des cofacteurs tout à fait déterminants, importants, d'où l'importance évidemment de les suivre. C'est-à-dire que si vous avez un patient diabétique, vous devez être d'autant plus attentif au fait qu'il il a plus de risques d'avoir une insuffisance cardiaque qu'un patient qui, par ailleurs, n'a pas de troubles métaboliques, par exemple. Voyez. Donc ça, c'est vraiment important. Est-ce que les objectifs de la campagne actuelle, c'est, bon, on a bien compris le terme de sensibilisation de l'ensemble des professionnels de santé, du sujet d'alerte que vous dites quand on a des facteurs de comorbidité. Est-ce que c'est une réduction, en fait, à la fois du nombre de patients qui sont hospitalisés? L'objectif de la CNAM, c'est vraiment d'être en amont pour quels objectifs après derrière? Oui, très concrètement, c'est prendre la pathologie au plus tôt, de façon à pouvoir la traiter au plus tôt. Alors, il y a des traitements médicamenteux, mais surtout, il y a de l'hygiène de vie. C'est-à-dire que pour ce qui est important, si vous êtes obèse, il faut maigrir. Hein. Si vous êtes diabétique, il faut adapter votre alimentation, éventuellement prendre des traitements. Et puis, on peut donner des traitements qui aident le cœur, qui le soulagent, les diurétiques par exemple, ou qui l'aident, qui sont directement une action sur le cœur. Plus vous le faites tôt, et plus vous prévenez l'hospitalisation. Le signe de dégradation d'insuffisance cardiaque, c'est l'hospitalisation. Chaque hospitalisation est une sorte de descente, en quelque sorte. Hein. C'est une évolution au sens négatif de votre pathologie. Chaque fois que vous êtes hospitalisé, vous en ressortez un peu moins bien que vous étiez auparavant. Donc, il faut éviter les hospitalisations. Donc, ne pas faire le diagnostic au moment de l'hospitalisation parce que c'est beaucoup trop tard. Vous avez déjà une décompensation et votre cœur est déjà en grande souffrance. Et alors que si on le fait plus tôt, eh bien, on peut maintenir le plus longtemps possible, éviter le plus longtemps possible une hospitalisation. On n'évitera pas tout, hein. C'est une pathologie chronique, elle a son évolution, on sait qu'il y aura des hospitalisations, mais vous en diminuerez le nombre, vous repousserez le plus loin possible ces hospitalisations. C'est ça fondamentalement qu'on souhaite faire par cette sensibilisation précoce. Donc, en fait, si je comprends bien, pour vous, c'est un véritable sujet de santé publique. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Vous avez une sensibilisation sur tous les professionnels de santé. Au niveau de notre corporation, des professionnels biologistes médicaux, est-ce que vous voyez quand même de quelle manière on pourrait participer et à quel niveau on peut agir pour vous aider et aller dans votre sens? Alors, il est important effectivement de mobiliser tous les professionnels de santé parce que l'idée, vous voyez, c'est que chaque échange entre un professionnel de santé et un patient peut être l'occasion de discuter et de sensibiliser le patient en disant attention, vous avez peut-être, en tout cas, il faut regarder. Et donc, quand le biologiste voit un patient pour lui faire, par exemple, un dosage de glycémie, enfin, vous voyez, des choses qui peuvent être simples, il a un temps d'échange avec lui, et c'est important. Et si le gars lui dit, ouais, je suis essoufflé, enfin, vous voyez, il présente ces signes, il est important que le biologiste puisse dire à ce patient, voyez avec votre médecin, il y a peut-être un signe, vous êtes diabétique par ailleurs, hein, donc c'est un facteur de risque, et vous avez peut-être une insuffisance cardiaque, peut-être pas, mais peut-être. Donc, il faut regarder. Donc, allez voir votre médecin et parlez-en. Donc, ce temps d'échange entre le biologiste et le patient qui vient pour un dosage, hein, même un intercurrent, hein, pas forcément un dosage de marqueur de l'insuffisance cardiaque, ça c'est aussi une possibilité. Mais même s'il vient pour du cholestérol, pour un bilan standard, c'est vraiment l'occasion. Et on souhaite vraiment qu'il y ait ces échanges à tous les niveaux et notamment avec le biologiste. Donc, finalement, le numérique nous apporte peut-être une solution dans la messagerie sécurisée de santé, c'est-à-dire de pouvoir peut-être alerter notre collègue médecin ou recueillir peut-être des informations de l'infirmière qui est à domicile. Enfin, je pense que là, il y a une consolidation effectivement transversale des données qui nous permettrait d'agir peut-être plus efficacement et de signaler aux uns et aux autres ce qu'on retrouve. Nous, on a l'habitude de le faire avec les infirmières pour les problèmes de saignement quand les patients sont sous AVK. Quand elles nous signalent effectivement que le patient saigne, et bien que le prélèvement a duré très longtemps, aujourd'hui, on peut le recueillir avec la messagerie sécurisée de santé. Ça vous paraît un élément technique, qui pourrait nous aider en tout cas à échanger? Moi, je peux aller que dans votre sens. Hein. Et puis, l'espace numérique en santé, c'est ça aussi. Hein. Donc, c'est l'idée qu'effectivement, tous les professionnels, à un moment ou à un autre, peuvent être amenés à avoir un échange privilégié et s'ils ont accès à des informations
un peu transversale, il y a l'idée que c'est ce fameux secret partagé entre les Oui, professionnels, tout à entre fait. les uns et les autres, hein, et chacun a son rôle à jouer, hein. C'est clair que le médecin, il est là pour faire le diagnostic, la prise en charge, etc. Mais le pharmacien chez qui le patient va acheter ses médicaments, le biologiste chez qui le patient va faire des dosages, l'infirmier qui vient lui faire des piqûres, etc., sont aussi des professionnels avec qui il a des échanges. Et donc, du coup, le fait qu'il y ait cet échange numérique, hein, tel que vous décrivez, évidemment, est tout à fait fondamental. C'est la finalité même de cet espace numérique. C'est bien Tout ça à fait. l'idée. Je pense que comme le volet de synthèse médicale des médecins qu'on demande, comme le volet d'hospitalisation, je pense qu'à un moment donné, dans nos comptes rendus, les médecins souhaitent qu'on ait vraiment des éléments pertinents qu'on ressorte. C'est-à-dire qu'ils n'aient pas à lire une page de résultats normaux, je crois que ça ne les intéresse pas. Je pense qu'on pourrait aussi suggérer qu'on évolue aussi vers une conclusion en fait, du dossier biologique dans lequel on attire l'attention du médecin sur un certain nombre de choses. Je pense que ça pourrait être aussi une évolution. Par contre, sur le plan biologique, vous pouvez nous rappeler, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions avec les urgentistes sur le dosage de la troponine et tout, etc. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les examens que vous jugez, vous, en tant que médecin responsable à la CNAM, des examens utiles au diagnostic et au suivi de cette pathologie? Oui. Alors, les examens sont quand même d'abord basiquement cliniques. L'insuffisance cardiaque, c'est une maladie qui a des signes, qui est clinique, et donc le diagnostic, il est quand même largement clinique. Le diagnostic, je dirais, enfin, l'outil diagnostique un peu central, c'est quand même l'échographie. C'est clair que c'est quand même ça qui permet de voir voilà, un gros cœur, etc. Ça permet quand même de faire le diagnostic. Après, les dosages biologiques, hein, notamment le BNP, etc., peuvent être tout à fait utiles, à la fois pour faire des diagnostics différentiels et éventuellement pour suivre l'évolution, hein. Donc, on sait que c'est un marqueur qui est un marqueur de la distension, hein, et de la souffrance du muscle cardiaque. Et donc, il peut être tout à fait intéressant. Alors après, il faut faire attention parce qu'effectivement, il y a beaucoup de discussions sur tous ces marqueurs. On peut se mélanger un peu les pinceaux et on ne fait pas un diagnostic sur le seul marqueur biologique. Mais c'est un élément qui peut être tout à fait important, qui peut permettre de faire des diagnostics différentiels et qui, une fois qu'on l'a comme marqueur, peut être utile dans le suivi de la pathologie. Donc ça, c'est tout à fait important. Et moi, ce qui me paraît aussi important, et ça vraiment j'insiste, c'est que, vous l'avez évoqué et vous avez pleinement raison, c'est des patients qui ont d'autres problématiques de santé. Un insuffisant cardiaque, il a rarement pas autre chose, si j'ose dire. Et donc, il est aussi important de suivre toutes ces constantes biologiques, la glycémie, les lipides, etc. Donc, ça c'est des choses, évidemment, tout ce qui est, il est sous diurétique, hein, donc il faut aussi, bien sûr, suivre le potassium, le NaCl, etc. Donc, tout ça doit être suivi et le rôle du biologiste, c'est évidemment de suivre tout cet environnement-là, parce que c'est une maladie complexe et qui se situe dans un environnement général d'atteinte biologique qu'il faut également suivre. Donc en fait, on est quand même dans une logique avec la CNAM de ce que peut-être le veut le ministre actuel, plus de prévention, essayer d'être en amont, de pouvoir trouver les choses. Un petit mot juste sur les infarctus qu'on découvre comme ça d'un seul coup. Pour vous, c'est quoi? C'est un fait qui doit arriver parce que la personne a, comme vous le dites, elle a des facteurs de comorbidité, elle a des facteurs où sa santé s'est dégradée. Il y a quand même des gens qui font un infarctus tout de suite sans que finalement on ait de degré d'alerte sur eux. Oui, ça, effectivement, il y a des infarctus inauguraux, hein, donc, qui sont, et parfois chez des gens jeunes, hein. Oui. Et alors après, les facteurs, on les connaît, mais un des plus gros facteurs, celui-là, malheureusement, on le maîtrise peu, c'est un facteur un peu génétique, hein, c'est un facteur familial. Quand vous avez dans votre lignée familiale des accidents cardiovasculaires, malheureusement, vous avez des gens qui font des accidents et qui, sans signe d'alerte, et même sans cofacteurs de type hypertension, troubles lipidiques, etc., font des infarctus inauguraux, parfois massifs et parfois malheureusement mortels. Donc ça reste malheureusement un problème difficile, hein, avec l'infarctus. Heureusement, ce n'est pas tout le temps le cas. On a quand même plus de chances de faire un infarctus si on a des facteurs de risque et qu'on ne les traite pas. Genre, on a une hypertension qu'on ne traite pas, on a du cholestérol trop élevé, on ne traite pas, on ne prend pas de statine, etc. On ne fait pas de régime. Enfin bon, vous voyez, on est diabétique, on ne traite pas. Ces gens-là ont quand même plus de chances de faire des infarctus que des gens qui n'ont aucun cofacteur de risque apparemment, sauf éventuellement un
un facteur familial. Mais ça arrive. Et malheureusement, ouais, ça arrive sur le terrain de tennis, ça arrive en marchant, ça arrive, voilà, c'est des choses malheureusement. Bon, les gens le voient surtout sur les stades de foot, je pense, hein, avec quelques Oui, footballeurs. Ça a été exactement. des accidents qui ont marqué en fait les téléspectateurs quand ils regardent, effectivement. Un merveilleux organe, hein, le cœur, mais il Ouais. a ses fragilités, hein, il est complexe. Hein, il est à la fois musculaire et électrique, il est compliqué, les vaisseaux sont ce qu'ils sont, et voilà. Donc, Alors, comme je vous ai demandé les objectifs tout à l'heure, quand on fait quelque chose, on a des indicateurs. Les indicateurs, c'est ce qui montrera que finalement cette campagne a fonctionné. C'est quoi les critères que l'assurance maladie se pose un peu comme indicateur de succès? alors, l'indicateur, c'est qu'on augmente le nombre de diagnostics précoces, c'est-à-dire de diagnostics avant arriver aux urgences pour des compensations cardiaques. Donc, ces fameux 500 000 à peu près non diagnostiqués, quand on dit non diagnostiqués, ça veut dire qu'en fait, ils sont diagnostiqués aux urgences tardivement. Et donc, ce qu'on veut, c'est baisser ce nombre de manière extrêmement significative pour augmenter les chances de ces insuffisants cardiaques d'avoir une évolution qui soit moins défavorable. Donc, c'est vraiment ça notre indicateur. Et donc, l'indicateur qu'on va suivre, c'est la baisse de ces sous-diagnostics d'insuffisance cardiaque. Et ça, bien sûr, il y a la campagne qui est importante. C'est une campagne massive. La télé, radio, on va utiliser ces multimédias. Donc, on utilise vraiment tous les médias, affichettes, enfin, tous les médias sont utilisés. C'est une belle campagne en plus. C'est une belle, je trouve, c'est vraiment, et je pense que ça va porter. Et on a déjà eu des retours presse importants. Donc, ça c'est vraiment important. Et puis, elle va durer plusieurs semaines. Donc là, on espère qu'on aura un vrai impact. Et on pourra aussi faire des études qualitatives, puisqu'on en a fait en amont, des études donc, qualitatives qui montraient que, par exemple, un chiffre, dans seulement un cas sur trois, le médecin, quand il a un patient de plus de 60 ans, il l'interroge sur des facteurs, ces symptômes d'une éventuelle insuffisance cardiaque. Seulement une fois sur trois. Si on peut passer à une fois sur deux, c'est déjà mieux, quoi. Puis à 2 sur 3, c'est encore mieux. Donc, on fera aussi des études qualitatives qui nous permettront de voir, on l'espère, et on en est sûr, ça va marcher, que les médecins, de leur côté, sont plus attentifs à ça et que les patients aussi interrogent, parce que les patients n'intègrent pas du tout ces signes comme étant des signes potentiellement de problèmes cardiaques. Insuffisance cardiaque, c'est un terme médical, mais ils ont de problèmes cardiaques. Ils ne l'intègrent pas. Donc, on veut que les malades se disent c'est pas normal d'avoir les chevilles gonflées, quoi. Voilà, d'avoir les chaussettes qui marquent les chevilles, c'est un signe. C'est un signe. Il ne faut pas que les gens considèrent ça comme banal sans qu'il y ait à se poser des questions derrière. Qu'est-ce que vous avez choisi comme temporalité, c'est-à-dire combien de temps va durer cette campagne et une fois terminée, comment vous voyez la suite? C'est une campagne qui va s'étaler combien? 3 mois, 6 mois, 1 an? Enfin... Non, alors, cette campagne-là va durer 4 à 5 semaines. Il y aura une deuxième campagne l'année prochaine, donc, qui sera plutôt sur la prise en charge, donc qui fera la suite. La suite. Puis, et donc, ça, c'est la deuxième brique en quelque sorte. Et puis, il y a une troisième brique, mais qui est en cours, qui est la généralisation d'une sorte d'offre de service qui consiste à créer des parcours pour les insuffisants cardiaques dans les territoires, notamment dans les CPTS, dans les environnements de soins coordonnés. On souhaite qu'il y ait une prise en charge avec l'intervention des coordonnateurs, etc., de l'insuffisance cardiaque, parce que l'insuffisance cardiaque, il faut le diagnostiquer, puis il faut accompagner la personne. Il faut expliquer à la personne que faut manger moins de sel, faut avoir une hygiène de vie. Enfin, la vie devient moins drôle quand on est insuffisant cardiaque. Donc, il faut quand même bien l'expliquer. Donc, voilà, il faut marcher un peu, faire un peu de sport, il faut manger moins de sel, manger moins gras, il faut manger moins de sucre, etc. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui accompagnent ces personnes-là, des infirmiers, etc. Et puis ce lien très particulier vie-l'hôpital, qui est un lien qui parfois est une rupture. Les gens se retrouvent à l'hôpital. Le médecin perd son patient, le patient sort de l'hôpital, il y a une lettre, il n'y a pas de lettre, mais enfin, en gros, c'est service minimum. Alors, nous, on souhaite qu'il y ait un vrai parcours intégré de façon justement à ce que cette intégration du parcours permette la prise en charge la plus optimale possible de cette maladie chronique irréversible. Il faut bien comprendre qu'une fois que vous avez une insuffisance cardiaque, vous l'avez jusqu'à la fin de votre vie. Et ce qu'on souhaite, c'est que votre vie elle soit la plus longue possible. Et elle sera la plus longue possible si vous êtes hospitalisé le moins souvent possible. C'est à peu près comme ça que ça se passe, quoi. Est-ce que vous voyez une articulation avec ce qu'a
proposé le président de la République dans son programme, qu'a repris le ministre, c'est cette consultation de prévention dans les âges de 65 ans. C'est peut-être finalement aussi à cette occasion-là que le médecin pourra faire un bilan un petit peu général du patient et dire attention, vous avez peut-être les facteurs de risque. Donc, il y a une articulation peut-être avec cette consultation de prévention à cet âge-là. Complètement, puisque le principe est posé de ces consultations à différents âges de la vie. Maintenant, il faut la nourrir, cette consultation, donner du sens et du contenu. Et là, vous avez 100% raison. Un des éléments importants, c'est, voilà, à cet âge-là, il faut interroger votre patient, lui demander si il est plus essoufflé, s'il est plus fatigué, s'il a des œdèmes, s'il a pris du poids, etc. Il faut poser ces questions-là. Et donc, ça sera de toute évidence complètement inclus dans c'est quoi cette consultation particulière. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, ça m'a sensibilisé parce que moi, j'arrive à l'âge canonique de 65. Donc, je vais bientôt avoir ma consultation. Et puis, comme mon médecin, on le fréquente peu, j'ai peut-être des facteurs de risque que je sous-estime. Donc, je suis très content de tout cela. En tout cas, merci chaleureusement de votre intervention. On va diffuser ça évidemment à tous nos collègues et on va mettre ça sur notre chaîne YouTube pour vous relayer en tout cas tout ce que vous avez fait dans l'initiation de cette campagne sur l'insuffisance cardiaque. Merci à vous. Merci, bonne journée. Bonne journée. François, vous restez avec moi pour faire un point sur l'actualité des biologistes médicaux. Dans le PLFSS présenté le 26 septembre, le gouvernement demande 250 millions d'économies sur les dépenses de biologie en 2023. Vous avez rencontré la conseillère santé du président de la République le même jour. Que peut-on dire à ce jour sur ce sujet? La première réunion a eu lieu le mercredi de la semaine passée. On a pu rencontrer un conseiller du ministre de la Santé et de la Prévention, un responsable de la DSS et un conseiller de Gabriel Attal. En fait, on nous a, disons, invités à se réunir et à dialoguer pendant 1h30, mais en fait, les choses étaient déjà écrites, c'était déjà posé. Le chiffre de 250 millions était dans le marbre. Le fait qu'on doit négocier absolument sur quoi va porter la baisse des 250 millions avant le 1er février 2023 avec l'assurance maladie, c'était déjà décidé. Et dernière cerise sur le gâteau, comme on peut dire, si vous ne négociez pas, vous, avec l'assurance maladie, le gouvernement autorisera évidemment à prendre un arrêté de baisse sur les examens de biologie à partir du 1er février 2023. Autrement dit, on est dans un système aujourd'hui où il n'y a pas de négociation. Ce n'est pas de la négociation syndicale, c'est simplement des choses arbitrées à l'avance dans lesquelles on nous demande de nous mettre autour d'une table. J'avoue qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas du tout enclin à discuter avec l'assurance maladie avec de telles conditions de discussion, sans ouverture, sans rien. Quand on a proposé dans cette première réunion de dire effectivement, il y a eu des chiffres d'affaires qui ont été générés par le Covid, il y a des marges plus importantes qu'en 2020, qu'on proposait dès 2021 de baisser la valeur du test, la valeur du prélèvement, de redonner la prime d'urgence qu'on touche tous les trimestres, tout ça, ça a été non. En fait, ce n'est pas sur le Covid. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de baisser, entre guillemets, la rentabilité des laboratoires de base, c'est-à-dire sur les examens que nous faisons. Je le redis, on était mal équipés, on a fait des investissements importants, et effectivement, les marges se sont améliorées cette deuxième année 2021 et 2022. Donc, ça nous paraissait normal que cet effort qui nous était demandé de service public, de mission de santé publique, d'avoir des données extrêmement fortes et rapides pour pouvoir prendre des décisions politiques, nous les assumions et nous étions d'accord, effectivement, pour que nous discutions ensemble des tests qui vont avoir lieu, y compris peut-être avec une nouvelle 8e vague. Donc, on ne sait jamais aujourd'hui ce que va être le développement des tests. Mais globalement, de prendre cette mesure drastique sur l'ensemble des examens de biologie, ou certains d'entre eux en tout cas, pour avoir un rendement de 250 millions d'euros, va de notre point de vue changer d'une façon définitive et irréversible la manière dont la biologie de proximité s'est organisée en France depuis des années. Depuis les présidents de la République précédents, chaque Français devait avoir une égalité des soins sur le territoire, devait être à moins de 30 minutes d'un laboratoire, et tout ce que nous faisons sur le terrain, en termes de ramassage de prélèvements, de proximité, le fait que des dizaines de patients viennent dans nos laboratoires, et on sait qu'aujourd'hui, le transport a un coût, ça coûte cher aux Français, tout ça, ces services-là ont un prix.
et il faut le mettre sur la table. Si demain, les laboratoires ferment les uns après les autres parce qu'on supprime la proximité, que c'est des laboratoires où on rend un service et que demain il n'existe plus, de toute façon, quelqu'un devrait être obligé de le faire à notre place. Il y aura des infirmières qui le feront à domicile, il y aura des patients qui ne se déplaceront plus, et de toute façon, il faudra ramasser et donner cette égalité des soins sur le territoire. Il n'est pas normal qu'on ne prenne pas ça en considération. Je crois qu'on est uniquement avec une vision économique. Encore une fois, la profession était prête à évoluer, à faire beaucoup de concessions pour prendre des facteurs supplémentaires, par exemple comme le RIHN, de développer une biologie délocalisée, d'avoir cette présence, cette proximité qui permet en fait d'avoir une prise en charge du patient plus près. Le ministre l'a répété, il faut évidemment ne pas surcharger les urgences, il faut avoir la possibilité de donner une diagnostic plus rapide. On le voit encore là avec l'infarctus, il faut vraiment qu'on prenne en charge très tôt le patient. Ben, tout ça, le biologiste était vraiment attaché à le faire. C'est une des conditions dans lesquelles nous sommes engagés au SDB, c'est-à-dire vraiment un service auprès du patient, un service avec le patient, une coordination des soins et tout. Donc j'avoue que là, je n'ai pas le sentiment de m'engager dans une discussion de négociation avec la CNAM. Je pense que ça n'a pas de sens. S'ils veulent prendre une décision, mais ils la prendront. Voilà, de baisse, et puis ils se débrouilleront parce que de toute façon, il y aura des mutations sur le terrain. Je vois mal aussi bien les laboratoires dits de réseau ou de groupe, ou c'est les laboratoires qui ne sont pas engagés en groupe important, avoir les mêmes difficultés des uns et des autres. Nous aurons des jeunes biologistes qui ont emprunté, qui auront des difficultés à rembourser leurs emprunts. On voit aujourd'hui qu'il y a une désaffection de nos médecins, qu'on voit que chez les pharmaciens, le concours, effectivement, a permis de ne pas combler 1100 postes, donc ça aura des répercussions sur notre spécialité. Ça veut dire que demain, on se dirige peu à peu vers une biologie encore plus concentrée, et ça, les pouvoirs publics en prendront leur part, parce qu'il y a 10 ans, on disait déjà des choses, on n'a pas été écouté. Aujourd'hui, on redit certaines choses et certaines conséquences. On mesurera ces conséquences dans 5 ans ou 10 ans. Si on veut vraiment avoir une biologie industrielle à l'allemande, je crois qu'il faut le dire. Il faut le dire aux biologistes, il faut le dire à nos salariés, et il faut le dire comment on veut évoluer. Donc, je pense qu'on est vraiment, en tout cas, dans une mauvaise passe et très mal parti pour engager quoi que ce soit comme discussion avec l'assurance maladie. Merci François, merci à tous les intervenants d'avoir participé à ce nouvel épisode de BioM. Merci à Elitech pour son soutien. Enfin, comme à chaque fois, je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir l'émission et les précédentes sur la chaîne YouTube du SDB dès maintenant. Abonnez-vous, cela soutient la chaîne, et actionnez la cloche pour être averti de la diffusion des nouvelles vidéos. À très bientôt pour un nouveau BioM.